Je suis vraiment heureux d'avoir fait une pause à l'époque, j'ai dû le sentir. Ouais, j'avoue, Hécatombe, j'avoue. Donc ça, c'est ce qui nous attend, mais après. Avant ça, on va changer la musique. Si je retrouve ma musique d'ailleurs. Elle est là. On va changer la musique et on va mettre le mur des disparus. Ce que je vais vous proposer là. Hein, bien sûr, on met la musique du Mass Effect 3, hein, bien sûr. Ce que je vais vous proposer ce soir, ça va durer quelques minutes à peine, hein, même pas, ça va pas être très long. Je vais vous faire défiler sous vos yeux ébahis le listing que j'ai fait moi, je suis sûr que j'en ai oublié. Hein, je suis sûr que j'en ai oublié. Je vous fais passer le listing des héros, des choses qui sont mortes, et je le redis bien, qui dans le scénario sont morts, et des choses aussi qui ont été oubliées, ou alors qui ont été mentionnées, mais qui ont été oubliées derrière. Voilà. Donc, non, pas mort comme Magash, mort définitivement. Donc voici, au 5e livre, tous ceux qui nous ont quittés, ou tous ceux qui ont été oubliés par Games Workshop. Alors c'est moi qui vais le faire, j'ai pas fait le montage, c'est tout. Alors il y avait Albéric, au début bien sûr. Le prince Apophas, bien évidemment. Aralot, parti dans un autre monde. Ariel, bien sûr, dévoré par le pouvoir de Alariel. Arcane, qui est censé être mort. Arcane, à la prise de Khemri. Et les gares, bien sûr, évidemment, décapité par Quick Coupe Tête. Bragg, personnage ogre dont on se fout complètement. Chakax, disparu avec la lustrie. Eltarion, plus grand héros elfe. La fée enchanteresse, égorgée par Arcane, bien sûr. Festus, également. Festus, bien sûr. Goros, sabotueur, complètement oublié de ce roman. Les Glotkin, personnages que tu as achetés exprès pour ça et qui sont déjà tous morts. Gorok, personnage qui n'apparaît et est mentionné nulle part dans la fin des temps. Godrek et Félix. Absolument non présent dans les Romains fin des temps. Grissus d'Andorre, on ne sait pas ce qu'il est, totalement oublié. Le nouveau personnage nain de la V8, Grim Barlickson, totalement ignoré de la fin des temps et absolument pas présent dans cette histoire. Grombrindal, bien évidemment, le nain blanc lui-même, totalement je m'en foutiste de cette histoire. Les nains du chaos aussi, qui n'apparaissent pas une seule fois dans la fin des temps.
Tu veux t'envoyer avec les pronoms ce soir? Ah, mais Spartia, ce sont tous les disparus là. Et Lébron qui ne fera plus d'apparition, hein, c'est terminé. Elle est oubliée, oubliable, bien évidemment. Bon alors, bien sûr, là c'est elle et c'est tout son peuple, bien évidemment. Katharina, bien sûr. Hein. Katharina et les Kislévites, tous disparus, bien sûr. Katep, hein, bien sûr. Katep qui est arrivé avec l'arme la plus puissante de l'arsenal roi des tombes pour le donner à Settra et qui s'est fait buter par Settra. Il a eu 2 lignes. Le premier des morts vivants du monde de Warhammer. C'était son dernier mix, tout à fait. Khazrak le Born, bien sûr, disparu en 2 paragraphes. Kemler, un mort-vivant qui s'est tourné, un nécromancien qui s'est tourné au guerrier du chaos et qui est mort à cause de ça. Et oui, Khalida. Terminé, Khalida. Elle a été mentionnée, a eu son moment de gloire dans le premier livre. Oubliez-la, c'est terminé. Coril, bien sûr, décapité par un prince no-name haut elfe qui s'est tourné à Kane. Kouran, tué par Tyrion, bien sûr. Croak qui est mort définitivement, bien sûr. Krogar aussi, voilà, alors là on y va, hein. Krogar qui est décédé, hein, bien sûr, qui est mort, comme toute la lustrie d'ailleurs. Ah, voilà, lui quand même il a eu une sacrée belle mort. Kurt Elborg, hein, tué par les Glotkin, bien sûr. L'homme noir, l'assassin le plus puissant du monde de Warhammer, qui s'est fait doubler par un rat en termes de count kill. L'homme noir qui n'a tué personne. Hein. Vraiment, il a tué personne. Alors que tu regardes les Skaven, qui a tué moins de personnes. Mais terrible. Il a un ratio de 0. Ouais, c'est ça, voilà. C'est con pour un assassin, mais complet. Alors celui-là, on s'en souvient même plus chez les Zombettes, mais langue de sangsue, inexistant, bien sûr. Lokir, terminé aussi pour son histoire, vous n'entendrez plus parler. Loup en cœur de lion, qui a quand même une belle fin, on va pas se mentir, qui a une fin ultra épique. De toute façon, la bataille d'Aldorf est la bataille la plus épique de tout le roman. Hein. Donc Louan, bien sûr, disparu, évidemment. Malagor qui est mort, hein. Il est mort à la bataille de Midanheim, hein. Il s'est fait tuer, hein, je le rappelle, par un no-name. Ne pas oublier cela. Hein. Il s'est fait tuer par un no-name possédé par le pouvoir d'Ulrich. Merci Crocman, pardon, j'avais pas vu pour le follow. Merci beaucoup à toi. Malus, bien sûr, Malus, tué par son propre démon. Marcus Ulfart. Impossible de savoir s'il est mort parce qu'il n'a tiré qu'une seule flèche dans toute la fin des temps. Une flèche qui one-shot un seigneur légendaire en face, mais c'est tout ce qu'il a fait et il a disparu. Il n'est même pas mentionné. Hein. On a juste l'hypothèse que c'est lui qui a tiré. On ne sait même pas si c'est lui, en effet. Mazdamundi, mort, je le rappelle, en rampant par terre avec du sang qui sort par ses yeux et qui ne sert à rien à la fin de la fin des temps. Et qui se fait d'ailleurs troll, hein, par Croak. Miao Ying et tous les Catéiens, je les représente tous les Catéiens, qui sont inexistants dans la fin des temps. Ils n'apparaissent pas dans le roman de la fin des temps. Dans les 5 romans de la fin des temps, ils n'apparaissent pas. Lui, je sais même plus comment il s'appelle, Croc de Lune ou je sais pas quoi chez les Zombettes. Out. La pupute numéro 1 du monde de Warhammer, qui est décédée, qui est disparue, même elle n'est même pas décédée, mais elle est disparue, avalée par Slanesh, bien évidemment. Neferata, vous pouvez l'oublier aussi, elle est partie, elle n'est plus là, on n'en entendra plus parler. Oxyotol, celui qui a vu les royaumes du chaos pendant 5000 ans et qui n'a rien fait, bien sûr. Le seul personnage Skaven tué en 4 livres. Le seul personnage
Skaven, tué en 4 livres entiers. Seul personnage légendaire, hein, je le dis bien, hein, bien sûr. Et oui, il est vrai, Cetra, bien sûr. Cetra qui est mort, qui a été tué par Nagash et qui a été ressuscité par 4 voix dans l'espace et qu'on n'entendra plus jamais parler, bien sûr, depuis le premier livre. Hein, on attend son retour. Terminé. Ah oui, c'est vrai. Le Chevalier de Sinople. Le Chevalier de Sinople qui, dans le premier roman, on comprend que c'est Gilles le Breton, c'est lui qui sauve la Bretonie, c'est lui qui devient le roi. Et il n'apparaît plus. C'est terminé. Depuis le premier livre et le premier paragraphe parlant de la Bretonie, c'est fini. Plus rien sur le Chevalier de Sinople. Il n'est même pas venu à Aldorf, bien sûr. Skarsnik qui a fait un pacte, je le rappelle, pour quitter Caraco Epic, qui a fait un pacte avec un Verminarque Skaven, juste pour avoir la tête de Bélégar, et qui a été sorti du roman comme ça. On ne sait pas ce qu'il devient. Scrag, mais bon, perso ogre, on s'en tamponne, même pas présenté, même pas cité d'ailleurs. Taurox, taureau d'airain, qui s'est fait tuer par Marcus Fulfart, bien sûr. C'est lui qui s'est fait tuer par le chasseur impérial. Il est apparu, il a tué des gens, il s'est fait tuer. Anawin, bien sûr, qui est mort avec le reste de la lustrie. Les nains du chaos, mais j'en ai déjà parlé. Teto Echo. Torek, bien sûr. Torek, tué depuis le premier livre, bien évidemment. Ce personnage, le haut roi des nains, Thorgrim le rancunier. Personnage surpuissant, qui est mort comme une merde, assassiné dans le dos par un Skaven alors qu'il était à l'intérieur même de Caraco Epic, au plus haut des pics, et la putain de porte qui est restée ouverte, bien évidemment. Ça fait 28 sur 40 sur les points. Ah, merci beaucoup, Papyric. Tularis, perso à oublier et oubliable, un héros de Kane, tué par Tyrion. Tyrion lui-même, qui est censé, je le rappelle bien, être mort. Hein. Il est mort, hein. Il a été tué, littéralement, parce que c'est précisé dans les romans. Il est tué, car si jamais quelqu'un le refaisait vivre, Kane revivait avec lui, donc Tyrion est mort. Ultuan, bien évidemment, est mort aussi. Ungroll 4 cornes, même pas mentionné. Valkia qui est morte, c'est bien précisé encore aussi là aussi dans le roman, elle est morte, premier roman, premier chapitre, elle est tuée par Malekith. Vous l'avez vu en rediff sur YouTube, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Valten, décapité par un Verminlord, bien sûr, assassiné dans le dos aussi, hein, bien évidemment, parce qu'il savait pas quoi foutre de ce personnage. Papy Moustache, comme dirait notre cher Maf. Volkmar, bien évidemment, qui, je rappelle que son corps est littéralement le réceptacle du pouvoir de Nagash, hein, donc il est devenu Nagash au final, mais il est mort quand même, hein, n'oubliez pas. Wurzag, bien sûr, Wurzag qui apparaît, qui est littéralement le personnage central du paragraphe de présentation des peaux vertes au début du livre et qui n'apparaît plus pendant les 5 livres. Vous pouvez l'oublier, il n'apparaîtra plus. Zacharias l'Éternel, personnage conte vampire surpuissant avec Aborash, bien évidemment, tous les deux des anciennes versions, tous les deux capables de changer la game par rapport à la fin des temps et qui n'apparaîtront pas. Et enfin, bien sûr, évidemment, la mort et la disparition du scénario. RIP. Bien sûr. C'est terrible. C'est terrible. Bon voilà, ça c'était pour la vanne. RIP monsieur le scénario. C'est ça, c'est ça. Non mais vraiment, c'était n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Alors par contre, c'est malin, mais maintenant, où est-ce que je retrouve ma musique de base? C'est bon, elle est là, je l'ai. J'avais oublié où elle était. Personnage surpuissant mais si vulnérable, c'est ça. Pour le coup, lui, il est vraiment parti. T'as oublié leur propre logique. J'avais pas le temps.
Si je vous dis que je peux un bel accord maintenant et Archaon la semaine prochaine, bah c'est cool, ça aurait été bien. T'as quelques heures devant toi là. Il est mort-né le scénario, c'est ça. Donc, ça c'était vraiment, j'ai essayé de vous faire un brass de tous les personnages qui sont morts ou disparus. Par contre, il y en a encore quelques-uns, à ce moment-là du roman, qui sont encore là. Mais pour vous rendre compte dans quel état est le monde de Warhammer à ce moment-là du roman, je vous ai donc fait une autre carte. Un autre petit montage. Donc ça, c'est la carte de Warhammer, basée bien entendu Immortal Empire, parce que c'est l'une des plus détaillées que nous avons sur Internet. Et puis elle est très pratique pour moi pour vous faire des montages. Donc ça, c'est la carte que vous connaissez, que moi je connais, c'est la carte du monde de Warhammer. Et grosso merdo, en représentant un petit peu par couleur, je vais vous préciser un peu les codes couleurs hein, juste après. Mais pour vous préciser un petit peu le monde de Warhammer et, on va dire, son état au tout début de la fin des temps, c'est-à-dire juste avant que la fin des temps ne se déclenche, autrement dit juste avant que Archaon soit couronné, il manque Nippon. Oui, mais on s'en tamponne de Nippon, tu vas très vite le comprendre. Ce que vous avez sous les yeux, là, c'est le monde de Warhammer avant le couronnement d'Archaon. Donc avant le début de la fin des temps. Grosso merdo, je vous ai mis en bleu clair toutes les forces de l'ordre, entre guillemets. Donc c'est-à-dire les hommes lézards, les elfes, l'Empire, les nains, la Bretonie, les Stalilatilés, voilà, tout ce qui est un peu comme ça, les Kislévites. J'ai mis en vert foncé pour qu'on se représente un petit peu où est Athel Lorraine, parce que sinon ça faisait un peu trop de bleu au même endroit. Oui, dans les persos oubliés, t'as oublié la lune. C'est vrai, j'avais oublié ça. J'aurais dû y penser. En violet, vous avez le pouvoir de Nagaronde et des elfes noirs représentés en haut à gauche, bien évidemment. Vous avez en vert, grosso modo, là aussi, les plus grosses concentrations de peau verte que nous avons de connaissances du monde de Warhammer. Vous avez en orange, ici même, le royaume des ogres, on va dire l'endroit où ils sont le plus concentrés. Vous avez en jaune le territoire de Neekara. Vous avez en rouge le pouvoir du chaos, hein, littéralement les territoires qui sont toujours aux mains du chaos ou de forces représentant le chaos. Donc vous avez Malphos, vous avez les contours de je sais plus qui là ça je crois que c'est les Skaven, je crois que c'est le Skaven clan Rictus. Là c'est le pic d'Olan, là c'est Karakowi Peak. Merde, là c'est Scarogne, là vous avez les clans Pestilence, tout ça. Vous avez les montagnes rouges au centre de l'Empire qui sont tenues par des guerriers du chaos. Bref, vous avez tout le reste du chaos et les désolations du chaos au sud et au nord. Vous avez en gris foncé ce qui est rattaché au chaos, mais qui ne combat pas tout le temps pour lui, qui est un peu souvent autonome. Donc les nains du chaos, leur territoire qui est ici, j'ai fait aussi grosso modo. La Norska, qui est quand même du chaos, on va pas se mentir. Les territoires qui sont là parce qu'on ne sait pas à qui ils appartiennent. Et en gris clair, vous avez les territoires où on ne sait pas. C'est les territoires dont Games Workshop ne parle jamais. Voilà. Donc Katay, Kuresh, Nippon, hein, qui est de l'autre côté, Inja, l'ouest des terres du sud, l'ouest des terres du nord, les terres du sud, enfin pardon, l'ouest de la Lustrie, l'ouest des terres froides du nord, l'Arabie, qui est même plus mentionnée maintenant par Games Workshop, les terres du sud, etc. Tout ça, c'est un petit peu, grosso modo, Albion, qui a été complètement oublié depuis la V6. Hein. Tout ça, c'est le monde de Warhammer que quand même on connaît, on sait ce qui s'y passe. C'est ce qui est en couleur. Tout ce qui est en gris, vous le connaissez moins. C'est terrible comme les peaux vertes sont anecdotiques. Regardez bien encore la carte. En effet, ils ne sont même pas présents dans la fin des temps jusqu'à ce qu'on en parle là. Donc, voilà. Et voilà le monde entier au début du livre. Au début, là où on va commencer, vous voyez cette carte, c'était avant le premier livre. Voilà la carte après 4 livres. Je vous rappelle donc qu'il en reste un livre de 250 pages. Ah non, pardon. L'effet est mort. Qu'est-ce qu'il fait mieux, lui? J'ai mis Malekith, quoi. Ah, vous pouvez clipper, elle est marrante, celle-là. Voilà.
Voilà, 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 voilà. Ah, voilà, voilà, voilà. Les communistes partout. Voilà, 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 voilà. Donc voici le livre où on en est lorsqu'il commence. Mais allez, il y a encore de l'espoir. Alors tout ce qui est noir, c'est rasé sur la carte, donc on pourrait le remettre en rouge aussi. Oui, oui, hein, je précise bien que tout ce qui est en noir ici, là en bas, c'est mort. Hein. C'est mort, mort, mort. C'est ce qui s'est pris la lune. Donc il n'y a même plus techniquement de continent. Vous avez remarqué que j'ai enlevé le tuant. Hein. Je vous remets la carte au cas où vous l'avez... Vous avez zappé. Hein. Voilà, je vous remets la carte, hein, vous la voyez là. Et là, vous... Mais putain, il me saoule celui-là, pourquoi il est au milieu? Attendez, je recommence ma carte. Je veux réussir mon effet. Voilà. Donc voilà. Voilà. Je vous remets. Alors, ce qui est en gris, hein, je le précise. Ah tiens, j'ai bugué sur la fin là, désolé. J'ai bugué sur la fin. Je précise, tout ce qui est en gris, hein, c'est qu'en fait, le roman n'en parle pas. Et il nous reste un livre. Hein. Alors que les Slann auraient pu balancer la lune sur les troupes d'Archaon. Oui. C'est quoi les 3 zones? Bah en fait, c'est les terres sombres, on n'en parle pas. C'est tout ce qui est Katay, on n'en parle pas. Inja, Kuresh, et voilà. Le reste, on s'en fout. Le reste a été englobé. Mais où sont les peaux vertes? On ne sait pas. Les 3 zones vivantes. Oh oui, on va en parler, justement. Korn a attendu que tout soit rasé pour faire son arrivée. C'est très lourd, tout ça. Voilà, voilà. Les terres du sud, c'est la mort, non? Pas le chaos? Eh bien non. Eh bien non. Donc voilà un petit peu. Je me suis fait chier à faire ça, hein, vraiment. Mais c'est pour vous rendre compte à quel point, comment on a pu croire à une bonne fin des temps. Le 5e roman commence, il n'y a plus que ça. Ce qui reste aux forces non chaos, vous reconnaissez, hein, c'est Athel Loren, la Sylvanie, où en Sylvanie, je le rappelle, il y a la pyramide noire de Nagash et l'intégralité des morts-vivants survivants, entre guillemets survivants, et Averheim. On apprécie l'effort du coloriage, t'as pas dépassé. C'est pas moi qui ai fait, c'est le PC. Hein. Et Korn, dieu du massacre et du sang, arrive quand il reste 3 pecnos. C'est ça. La pyramide noire de Nagash, c'est en Sylvanie, j'ai loupé un épisode. Bon, non, ça a été précisé déjà depuis un bon moment. La Sylvanie dans l'ordre, je ne m'y attendais jamais. J'ai pas dit dans l'ordre, hein. J'ai dit dans les non chaotiques. Oh non, le mout n'a pas survécu. Il n'est même pas mentionné, bien sûr. Ça aurait dû être en préface livre 1, ton dessin. T'imagines? Mais non, parce que les gens n'auraient pas acheté. Merci Marsupilou pour le 11e mois de sub. Merci beaucoup à toi. Donc voilà un petit peu l'état mental où on en est quand on commence le 5e livre. Et vous regrettez pas d'être venu quand même. Mais au final, Archaon, il arrive juste pour passer la serpillière. C'est ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que là, le roman commence, on t'explique que c'est foutu, qu'il n'y a plus rien de sauvable, et en même temps, c'est pour ça que je vous ai fait ce montage, c'est pour vous rendre compte qu'en effet, mais on ne voulait pas y croire, et le roman t'explique que le chaos a gagné. Voilà, le chaos a gagné. Mais il reste un infime et tout petit espoir parce qu'il faut que tu achètes le livre. Bien sûr. Cependant, bien sûr. Je suis pas sûr qu'on ait entendu le cependant, par contre. Ah si, on l'a entendu, pardon. Le problème, c'est que pour que tout ça fonctionne, il faut que tu aies un espoir. Parce que sinon, pourquoi t'achètes le livre? Tout a déjà été gagné. En effet, ceux qui ont gagné la fin des temps pour l'instant, ceux qui ont gagné la fin des temps, c'est même pas le chaos. Non. Le chaos, vraiment, ce qu'il a conquis, c'est la terre du grand froid et l'Empire. Enfin, qui se lève l'Empire. C'est tout ce qu'il a conquis, le chaos.
Je vous le remets, hein, je vous remets la carte. Le chaos, véritablement les forces du chaos elles-mêmes, elles ont conquis toutes les terres à l'ouest. Alors ça par contre, il n'y a pas de souci, elles ont explosé les elfes noirs. Et elles ont pris à peu près jusqu'ici là. Tac, elles ont pris ça là. Là vous avez vu la petite virgule là, tac, elles ont pris ça. Elles ont pris ce morceau. Vraiment. Tout le reste que vous voyez, tout le reste du monde qui est ici, les terres du sud, l'Arabie, Neekara, les terres arides, toutes les montagnes des nains, la moitié, ou en tout cas bon, un bon morceau des terres sombres, la Bretonie, les Stalilatilés, les principautés frontalières, l'autre reste de l'Empire, tout ça a été pris, bien entendu, par les Skaven, bien sûr. Tempora Mori, Tempora Mundis Recorda, parce que là j'en ai marre. Mais comme le dit le roman, il reste un faible espoir, bien sûr, un faible espoir, parce qu'il y a un plan. Et ce plan, après tous les sacrifices, toutes les trahisons, les mensonges de Teclis, ce plan est prêt à réussir. Car peut-être que le monde ne peut pas être sauvé du chaos, sauf si celui qui dirige le chaos est tué. Et le plan de Teclis était bien d'arracher les forces du grand vortex, c'est-à-dire d'arracher les vents de magie eux-mêmes qui sont nés du chaos pour affronter Archaon. Du point de vue de Teclis, la seule manière de sauver le peu de choses qui restent, de sauver le monde, c'est de refaire naître le chaos comme il l'est, c'est-à-dire désuni, désorganisé, sans véritablement de chef surpuissant pour le mener. Et le plan de Teclis était d'arracher les 8 vents de magie et de canaliser ces vents dans des héros elfiques, je le précise bien, parce que ça reste un elfe, hein, il n'allait pas donner des chances à des peuples, à des sous-fifres. Il allait donner ces vents de magie à certains elfes très précisément sélectionnés, mais bien entendu le plan n'a pas fonctionné et eh bien c'est le problème. Teclis, sur les 8 vents de magie, ne sait où se trouvent seulement que 3 des vents. Merci Denver, merci beaucoup pour le follow et bienvenue parmi nous. Nous savons que 3 vents, du point de vue de Teclis, sont localisés pour les elfes, pour ce plan. Merci Grumpy, merci énormément pour ton 23e mois de sub, merci beaucoup à toi. On sait que Teclis a dans son bâton capturé le vent de la lumière. Voilà, on sait que le vent de la lumière, donc Ish lui-même, donc on rappelle qu'un vent de magie total et incommensurable est capturé à l'intérieur d'un bâton qui a déjà été brisé une fois, juste en faisant un gros sort. Alors je rappelle que le bâton a été reforgé hein, dans Kane, je vous envoie sur les vidéos qu'on a faites, mais le bâton a pété pour bannir Enkari, parce que Enkari n'apparaît même pas dans la fin des temps, hein, bien sûr, il fait juste « oui, je suis là », boum, il se fait péter. Ce bâton a été reforgé, mais il était vide d'énergie, mais là, littéralement, le bâton contient à lui tout seul le bâton de la lumière. Enfin, il devient le bâton de la lumière. Et comme le dit Teclis, la lumière est le seul des vents qui a la capacité d'allier les autres entre eux. C'est-à-dire que c'est un vent pas de lumière chaleureuse, mais de lumière, un fanal d'espoir, patati patata. Et il ne pourra donner ce vent, parce que c'est lui qui le contrôle, il peut apparemment le libérer quand il veut sur quelqu'un qu'il choisit. Il ne le donnera sur quelqu'un qui, pour lui, sera le seul capable d'unir tout le monde. Très bien. Donc tu sens que Teclis, il est encore très présent dans ce scénario, mais il n'apparaîtra pour l'instant que comme ça, décrit comme ça. Teclis, c'est également où se trouvent 2 autres de ces vents. Enfin, 3 autres, pardon, de ces vents, excusez-moi. 3 autres des vents. Vous avez bien entendu hein, le vent le plus célèbre, entre guillemets, qu'on sait qu'il a été volé depuis le premier roman, Nagash. Nagash est devenu lui-même le vent de la mort. C'est-à-dire que toute énergie de la mort de Siish va en lui et ne retourne plus dans les royaumes du chaos, contrairement à ce qui se passait avant avec le
avec le siphon de magie qui existait par le grand vortex. Nagash est devenu donc lui-même l'incarnation de la mort. Et Nagash se sent tellement péteux comme d'habitude que pour lui, il est suffisamment puissant pour faire face à tous les dieux du chaos réunis. C'est pour ça qu'il reste en Sylvanie, du haut de sa pyramide noire qu'il a ramenée de Neekara avec les troupes qui ont bien voulu le suivre, imbriguées par son pouvoir de résistance de la mort, enfin d'imbrication de la mort, et il continue à ne rien faire depuis 3 livres, en Sylvanie. Voilà. Il refait ses forces, entre guillemets, sachant qu'il est mort-vivant et donc il n'a aucune limite en termes de force, mais il ne fait rien parce qu'il est trop fort. Donc il reste posé là-bas, mais on est bien d'accord que c'est seulement de la pure vanité. Tout seul, Teclis le sait bien, il n'a aucune chance, Nagash, tout seul contre les forces du chaos, alors qu'il est lui-même l'incarnation du vent de la mort. Merci Naral pour le follow à l'instant. Teclis sait également que le vent du feu lui a échappé. Le vent du feu lui a échappé et c'est dommage parce que le vent du feu, il voulait le donner à quelqu'un qu'il déteste, mais qui était pour lui, selon lui, l'espoir des elfes, malgré tout. Malekith devait être l'incarnation du feu, la flamme du phénix, le véritable roi phénix, la flamme qui te guide dans les ténèbres. Eh bien non, malheureusement la flamme a échappé à Teclis et c'est bien le domaine et le vent de l'ombre qui a pénétré et habite maintenant à l'intérieur de Malekith, ce qui fait que c'est un roi phénix bipolaire, très sombre, qui peut à la fois être très négociateur mais aussi très aléatoire, un peu vaniteux, enfin bref, Malekith quoi, hein, il pouvait pas le faire autrement. Et ce personnage est donc devenu surpuissant, bien évidemment, vu qu'il est devenu une incarnation des vents. Vraiment, dites-vous qu'une incarnation des vents, si vous connaissez que la V7 ou la VU6, c'est un Archaon x 1000. Hein, voilà, vraiment. Mais dans la fin des temps, Archaon a l'air d'être plus puissant que tout le monde. Mais bon, voilà. On va en reparler de ça aussi. Donc, Malekith est devenu une incarnation de l'ombre. Vous avez aussi, bien malgré moi, pas Ariel, mais Alariel, la reine éternelle Déo-Elfe, seule survivante de la traditionnalité d'Ultuan. Elle a épousé Malekith selon la tradition. Elle est reine éternelle, elle a épousé le roi Phénix. Et donc, elle est devenue, après avoir avalé littéralement le pouvoir de Ariel et donc de Isha, elle est devenue l'incarnation du vent de la vie. Elle est donc devenue vraiment la magicienne de la vie, celle qui te soigne, qui te bénit, qui te protège, la maman, hein, littéralement. Et on sait encore 2 autres incarnations, si je ne me trompe. Oui, on sait que le vent du feu qui a échappé à Teclis étant Ungrim. Ungrim, hein, seigneur de la vengeance, hein, maintenant, celui qui va venger tout ce qui s'est passé aux nains. Ungrim, seul personnage survivant de la faction intégrale des nains, hein, en tout cas personnage légendaire, ce qui fait que les auteurs sont un peu dans la merde parce qu'il ne reste plus que lui. Vous avez vu, je vous le rappelle, l'artwork de début qui représente Ungrim. Merci Pathos pour l'abonnement, merci beaucoup à toi. Donc vous savez ce qui attend Ungrim, bien évidemment, hein, ça sent très mauvais pour lui vu qu'il est sur un artwork de début. Donc Ungrim est devenu l'incarnation du feu. Merci Cerberus 3D, merci beaucoup pour le follow à l'instant. Il est devenu l'incarnation du feu, ce qui fait que ça le rend surpuissant. Nous savons également que l'incarnation des cieux, depuis la bataille d'Aldorf, a pris possession du corps décédé de Karl Franz, parce que oui, Karl Franz est mort. Hein. Merci Pathos, merci pour les 10 subs, merci beaucoup. Merci de ton soutien, merci énormément, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Donc, Karl Franz a été tué. Merci pour les efforts de la fin des temps. Ouais, c'est des efforts, merci beaucoup. Karl Franz a été tué et abattu par les Glotkin, mais au moment où il est mort, eh bien, il a été possédé par le pouvoir des cieux. Donc, Azir, je crois qu'il s'appelle, le vent des cieux. Celui-là, faut pas qu'il s'enflamme. Moi, j'avoue, avec les plumes. Ouais. Et je crois que je les ai tous faits. Ah non, il en reste 2. Il en reste 2. Le vent du métal, nous savions où il se trouvait dans le chapitre précédent. Le vent du métal se trouvait non pas en Thorgrim, mais il se trouvait dans le trône de Thorgrim. Cependant,
Cependant, vu que Thorgrim est mort comme un caca, le vent du métal est reparti du trône. Alors, attendez, merci Inaral, merci beaucoup pour le sub des 6 mois à l'avance, merci beaucoup. Alors, attendez, hein. Faut que je vous relise le truc. Voilà. Alors, l'ultime molar craché à Thorgrim, il n'est pas dans le bouquin précédent où il meurt assassiné par Snitch comme une merde. C'est vraiment pour moi ce passage-là. Le pouvoir de Shamon, la magie dorée, aurait peut-être sauvé la vie de Thorgrim le rancunier, mais le vieux roi nain était trop borné pour embrasser la forme changeante du vent de magie. Shamon fut libéré à sa mort et reste sans maître à ce jour. Juste ta gueule, je me tire. J'ai personne qui vient poser mon cul sur moi, du coup je me barre. C'est ça, Sorrent. Donc voilà. Donc voilà, rendez-vous compte que même le vent, il a fait non, tu pues la merde. Même ce... Là, franchement, je me tire. Donc rendez-vous compte, quoi. Rendez-vous compte à quel point ils en avaient plus rien à foutre, quoi. L'écrivain n'aime pas les nains. Non, mais vraiment. Et on rappelle encore une fois, hein, on rappelle vraiment encore une fois, pourquoi c'est Ungrim qui est devenu l'incarnation du feu, et vous allez comprendre qu'il ne va pas durer longtemps en tant qu'incarnation du feu, c'est parce que justement Fireslayer, AOS, ça arrivait quelques mois plus tard avec la nouvelle version de Warhammer, la nouvelle version, le Age of Sigmar, et qu'il fallait vendre, faire que ce personnage soit très fort, très intéressant, pour que ça crée une hype, et lorsque sa faction sorte à AOS, qu'elle soit achetée, bien évidemment. Thorgrim, qui représentait l'ancienneté, Warhammer Battle, n'a servi à rien et n'a aucun espoir. À part avoir tué juste Quick coup de tête en l'étranglant, comme n'importe quel roi nain aurait pu le faire avant lui. Tu veux devenir surpuissant et sauver intégralement ta race, Thorgrim? Non, ça ira. Non, mais il n'a même pas compris que c'était un vent, il croyait... Enfin bref, c'est n'importe quoi. Voilà. Et le dernier vent étant le vent de la bête, qui lui a littéralement disparu depuis que le vortex a implosé, enfin a explosé, parce qu'on se fout de moi sinon si je dis implosé, et qui est parti vers l'est. Voilà. On a fait 1 heure de contexte. Voilà. Mais c'est pour vous rendre compte un petit peu. L'écrivain n'aime pas Warhammer tout court, ouais, j'avoue. Oublie pas qu'un nain a obtenu de la magie, il va finir en pierre. Mais il n'a même pas le temps. C'est pas de la magie qu'il a obtenu. C'est littéralement un vent de magie lui-même. Vers le Mordor. Voilà, tout à fait. Donc voilà le contexte. Et vous savez quoi? Ce contexte-là, il ne dure qu'une page. Enfin, une page, recto, verso. Voilà. C'est une seule page, ce contexte. Enfin, même pas, non, c'est une page. Ouais, voilà. Là, je vous mens pas. Hein. Ce que je vous ai résumé, c'est la première page. Voilà, c'est ça, là. Parce que ça, ici, là, ça, c'est du... vous savez, c'est du dialogue. Ça, là. Ça, c'est tout ce que je viens de vous résumer. Voilà. Voilà comment ils résument leurs 4 bouquins. Et en effet, vous avez vu, hein, ils n'ont même pas eu la décence de mettre la carte que je vous ai faite. Parce que, comme ça, les gens auraient compris, en fait. Sinon, les gens auraient compris. Cool, plus que 249 pages. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous comprenez pourquoi c'est en plusieurs... C'est très, 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 très condensé. C'est très condensé. Voilà. Donc, le roman commence. Le 5e roman. Donc, les 250 pages qui ne vont servir qu'à une chose, abattre et terminer tout ce que nous avons aimé depuis des années. Il commence par Archaon. Archaon qui se trouve, je le rappelle donc, à Middenheim. Il est bien à Middenheim, à Archaon en ce moment-là. Et encore plus même, il est sur un trône de crâne à l'endroit même où se trouvait la flamme d'Ulric, à l'intérieur même donc du temple d'Ulric dans Middenheim, la cité qu'il vient déjà de prendre. Sur son trône, il y a le crâne de Valten. Non, d'ailleurs, je crois que le crâne de Valten, il l'a réduit en poussière. Merci Aurich Michi, merci beaucoup pour le follow.
Il a également le crâne de Grégor Martak, enfin tous ceux qui ont disparu, bref, on s'en tamponne, ils sont déjà tous morts, hein, bien sûr. Première apparition, première mort. Et au 5e livre, il a déjà tout pris. Voilà. L'Empire est dévasté. L'Empire, d'ailleurs, n'a même plus que une seule cité. Pourquoi Games fait cela? Parce qu'il fallait changer l'histoire, Cerberus. Et qu'ils en avaient marre. Et que surtout, ils voulaient cracher à la gueule de leurs fans. Et je rappelle en effet que Archaon possède Galmaraz. Il a le Warhammer. Parce qu'il a tué... Enfin non, c'est pas lui qui l'a tué, c'est les Skaven, hein, comme tout ce qui a été fait dans le roman depuis le début. C'est pas lui qui l'a tué, c'est le Verminlord assassin Skaven qui a décapité Valten. Et grâce à ça, Archaon possède Galmaraz. Sauf qu'attention, il n'a pas l'arme, il l'attache au-dessus de son trône. Je vais me coucher, bonne nuit. Bonne nuit, Strider. D'espoir, il est devant 6000 canons et on lui esquive la balle. C'est ça. L'Empire survit. Il reste la Sylvanie, non? Alors la Sylvanie fait plus partie de l'Empire. C'est de la déco. Voilà, Sparabo, c'est de la déco. Il a loot alors qu'il a même pas fait le kill. C'est abusé. Bah oui. Salut, Jola. Au moins, nous, on est morts, on sera pas trop humiliés. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et le roman commence lorsque Archaon se trouve face à un démon qui l'énerve de plus en plus. Il est face à Kéros. Et Kéros... Pardon, excusez-moi. J'ai oublié la scène. Kéros, tisseur de destin, je rappelle le démon majeur qui s'est fait bolos par... en magie, hein, par le remplaçant de Gelt possédé par le pouvoir d'Ulric. Kéros, qui est quand même là parce qu'il n'a pas été tué à la bataille de Mindenheim, il a été seulement repoussé par magie. Kéros est face à Archaon. On est au printemps 2528. Cela fait donc 9 ans que la tempête du chaos a commencé, couronnement d'Archaon en 2519. Même avant, je crois même. Il est bien plus vieux, mais avant le... Enfin, je sais plus exactement, on s'en fout. Non, le couronnement, c'est le dernier des moments, donc non, c'est 2519. Bref, ça fait presque 10 ans que la campagne a commencé. Et là, t'as Kéros, qui, je le rappelle, a vu tous les passés et voit tous les futurs, c'est son pouvoir, mais il est aveugle au temps présent. Et Kéros, qui menace littéralement Archaon. Le roman commence comme ça. Il lui fait attention, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, papy Archaon? Pourquoi t'es pas en train de détruire le monde? Pourquoi Archaon, seigneur de la fin des temps, reste assis sur son trône et ne fout rien depuis qu'il a pris Mindenheim? Et Archaon, bien sûr, commence à lui balancer du genre ouais, mais je suis pas ton sous-fifre, je suis le seigneur de la fin des temps, je fais bien ce que je veux, nanani, nanana. On dirait littéralement Ridley Scott avec Napoléon. Hein. Et Archaon commence en fait à... T'es pas mon père! Voilà, c'est ça à peu près. Il commence un peu à représenter le fait que Archaon, en fait, il cartouche pour Ridley, oui, complètement. Il est là un peu pour prouver aussi une chose, qu'il n'est pas le laquais des dieux du chaos. Et t'as Kéros, bien entendu, qui lui renvoie hein, l'insulte en disant, non mais du genre, si tu restes là, ça prouve qu'une seule chose, si tu veux rester à Mindenheim, ça prouve qu'une seule chose, c'est que tu as choisi de devenir l'élu des dieux et que tu te venges seulement parce que ton amour-propre est blessé, pas parce que tu as une mission de détruire le monde. Comment tu gères des démons pendant 10 ans? Autant Slanesh Norgul, je vois, mais comment il s'occupe, mais Khorne et Tzeentch, ben voilà, je sais pas. Mais il est tellement puissant. Il est tellement puissant. En fait, Kéros, il est tellement balèze qu'il a vu la réaction des lecteurs qui se demandaient pourquoi Archaon, il faut rien. C'est ça, Metal Liquid. Et vous savez ce que va faire Archaon par rapport à Kéros qui commence à l'insulter? Eh bien, Archaon va tout simplement se lever et va dire à Tzeentch, ce n'est pas à toi de me dire quoi faire, c'est seulement moi qui décide quand le sang se met à couler. Parce que je suis certes l'élu des dieux, mais tu comprends en fait que Archaon il commence à se la péter tellement qu'il commence même à se croire. En tout cas, c'est un peu sous-entendu dans le dialogue. Il se dit, les dieux ne me commandent pas, alors qu'il est un élu des dieux, hein. C'est les dieux, ils claquent des doigts, ils le niquent. Bref, salut Zadibou et bonne année à toi. Et vous savez ce qu'il fait Archaon à ce moment-là? Il est en fait à la salle d'Ulric, il est face à une espèce de bassin, un truc qu'il a creusé dans les dalles, à l'endroit où il y avait la flamme, en face de son trône, je veux dire, où au-dessus, il y a des cadavres qui pendouillent depuis des éons. Et tu remarques que ce bassin est rempli de sang.
Clin d'œil, clin d'œil. Alors c'est le wink, tu sais, c'est le wink JDG, comme ça, tu sais, quand les mecs qui te font des trucs super cachés, ultra visibles. Et lorsqu'il se lève, Archaon, il va dégainer sa lame. Et en 2 coups, il décapite les 2 têtes de Kéros. Quoi? Ah. Il a monté le diapo de Pelu. Je suis triste de tout ce non-sens. Le respect, où est-il? Qui n'avait rien vu venir, enfin si, enfin voilà, c'est ça. Donc, Archaon décapite Kéros, sa première tête. Kéros essaie de lancer un sort, il n'est pas assez rapide, Archaon décapite la 2e tête. C'est une fin de tournage pour Kéros. Donc voilà comment est tué, et n'apparaîtra plus du tout, hein, le duc du changement le plus puissant du monde. La magie! Dans la magie, c'est compliqué à gérer, les gars. Hein. Donc à un moment ou à un autre, il faut décapiter Tzeentch. Slaanesh n'a eu aucune emprise sur la fin des temps. Il n'est même pas cité en termes d'armées surnombreuses à ce moment-là du roman. Depuis le début du roman. Depuis les 4, hein, je veux dire. Nurgle a fait son heure avec le 2e roman. Tzeentch a amené 2-3 choses, mais vraiment n'a donné aucune immense armée. On n'a jamais entendu parler d'armée d'horreur, d'horreur rose. Hein. Et pour bien valider ça, Archaon décapite Kéros, celui qui lui parlait mal depuis le début. Cependant, au moment où il décapite Kéros, vous vous rappelez le bassin de sang que je vous ai parlé tout à l'heure? Techniquement, Kéros peut revenir, non? Oui, non, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Eh bien, en fait, Archaon va pousser le cadavre décapité de Kéros. Merci Tulgar, merci beaucoup pour le sub offert avec Kobe, merci beaucoup. Il va pousser le cadavre de Kéros dans le bassin. Et le bassin va tout d'un coup émaner d'un pouvoir qui attend son heure depuis 5 livres. Et un démon majeur de cornes va sortir de ce puits. Un démon majeur. Alors je vous lis son grade. Le démon majeur commandant le 3e host de cornes. Et là, rappelez-vous, clin d'œil. Clin d'œil, vous savez comment il s'appelle ce démon majeur? Donc on est bien d'accord, c'est pas du tout Skarbrand. Hein. Pas du tout. Vous savez comment il s'appelle le démon majeur? Il s'appelle Kabanda. Clin d'œil, clin d'œil. Alors pour ceux qui veulent savoir, Kabanda c'est dans le lore 40K. C'est celui qui affronte Sanguinus, je crois. Voilà. Grand pote à Sanguinus, voilà, c'est ça. Et lorsque ce démon majeur pop, tu comprends que à ce moment-là, Archaon décide de libérer le pouvoir total des forces de cornes qui n'étaient, selon le roman, pas encore actives. Et à côté de ça, ils n'ont pas fait le giga clin d'œil de mec croaque sur le trône d'or de la toile géomantique facepalm. C'est ça, c'est ça. Donc, je vous remets la carte hein, si vous n'avez pas compris. Vous vous rappelez, je vous ai dit que la victoire du chaos, c'était là, solo. Là, enfin, il y a un morceau fait par les Skaven, hein, tout le territoire est de 40 quarts. Mais ce territoire-là, il a été conquis par le chaos. Mais ce qu'on comprend en fait, c'est que ce territoire-là, il a été conquis par les guerriers du chaos. Certes de cornes, hein, ils étaient commandés par Valkia, mais ils ont continué leur assaut et ils ont battu les elfes noirs qui ont été obligés de partir. Mais
ça veut dire que c'était seulement les mortels de Khorne qui étaient là. Et là, tu réfléchis un peu. Quand on est à ce moment-là du roman, tu te dis, attends, est-ce que j'ai entendu seulement une seule fois parler dans les 4 livres précédents de buveurs de sang, de sanguinaires ou d'écarisseurs? Donc les forces de Khorne, les chiens de Khorne, tout ça, tout ça. Et en fait, tu comprends que pour Games Workshop, c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, le 5e livre, le 19e chapitre de leur fin des temps, au moment où il ne reste plus que 3 positions aux forces de l'ordre, c'est à ce moment-là que Archaon prend le commandement des armées et part à l'assaut avec Khorne, avec toutes les forces de Khorne. Qui, pendant tout ce temps, en effet, Khorne se retenait. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Et c'est à ce moment-là, 5e bouquin, que Games Workshop sorte toute une nouvelle gamme de figurines Khorne. Oh. Allez-y, faites-moi payer. Je vous en prie, dites-moi tout, s'il vous plaît. Donc il n'y a plus qu'une faille s'ouvre pour que le grand maître Drago passe la tête et dise c'est ici la fête, c'est ça. C'est là que Games Workshop va nous sortir les nouveaux princes démons de Khorne, les nouveaux héros de Khorne, les nouvelles unités de Khorne, qu'on va parler plus tard, hein, parce que là ce soir j'ai pas le temps. Mais va te faire foutre quoi. Vraiment. Mais vraiment va te faire foutre quoi. C'est à ce moment-là en fait que tu te dis ah oui d'accord. Donc Khorne il a gardé Khorne pour la fin. Parce que vraiment Slaanesh et Tzeentch ne servent à rien. On va parler des seules forces de Tzeentch importantes. On va en parler là dans cette bataille qui arrive, celle qui arrive, qui était là envoyée en avance, bien sûr, mais genre Khorne non. Genre les démons, ils ont réussi à attendre pendant tout le temps. D'accord. Ok. Salis-moi de sang sous créature, c'est ça. Et dans le lot, pas de figurine de Kabanda. Ah bah non, ils ont refait la figurine de Skarbrand, ils allaient pas refaire celle de Skabanda. Et comme de par hasard, la boîte de démarrage d'AOS serait pas moitié des forces de Khorne. C'était ça? La première boîte de démarrage, c'était ça, non? C'était pas des guerriers de Khorne d'ailleurs, la première boîte de démarrage? C'était guerriers de Khorne contre Stormcast, non? Il y en a une survie, celle qui a pris la place de la créature malade dans le temple de Nurgle. Ouais, si. Si, c'était Stormcast contre Khorne. Voilà, c'est ça. Skarbrand a eu sa figurine. Ah ouais, Jonah, il a eu sa figurine à ce moment-là du jeu. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Hein? Quoi? C'est qui Kabanda? Eh bien, Kabanda, en fait, c'est un rapport au lore de 40K. C'est un démon majeur de Khorne très connu parce qu'il est dans l'épopée de Sanguinus, en fait. C'est un des grands adversaires de Sanguinus. Game of Thrones a fait un sondage avant et il y avait plus de joueurs de Khorne. Non, mais bien évidemment qu'il y avait plus de joueurs de Khorne. Évidemment. Par contre, les buveurs de sang qui sont sortis étaient super stylés. Ah mais oui. Ah mais complètement. Mais imaginez. Les ducs du changement n'ont pas été refaits à ce moment-là. Les grands immondes n'ont pas été refaits. Les démons majeurs de Slaanesh, les guerriers secrets, n'ont pas été refaits à ce moment-là. Les seuls qui ont été refaits, c'est les mecs de Khorne. Parce que c'était le 5e livre. Et parce qu'il fallait vendre. Et il y en a encore ce soir qui me disent est-ce qu'on aura est-ce qu'on aura suffisamment de temps pour faire des précos demain pour Old World? Mais réfléchissez! Bien sûr que non! Pardon, excusez-moi. Pardon. Hors sujet, pardon, revenons parmi... Non, c'est ça.
concentrons-nous, on est là pour parler d'un roman excellent, bien sûr. Soyons sérieux. Et puis dans le bouquin de règles, il y a genre 3 profils de buveurs de sang. Oui, littéralement, hein, mais on s'en fout. J'arrive pendant le craquage. Ah oui, Adibou, désolé. Ah, on est passé au Gotrek et Félix, voilà, c'est ça. Ça a dû se faire du pognon de dingue, ou alors ça a amorti le coût de lancement d'AOS. Je pense que c'était ça, Knight. Donc voilà. Donc le roman lance tout ça, c'est-à-dire l'assaut de Khorne va commencer parce qu'il a toujours pas commencé. Cependant, comme vous l'avez compris, le destin du monde n'est pas totalement joué, hein. Sur une carte qui, encore une fois, je le rappelle, est comme ça. Force noire détruite pour toujours. Force grise, on ne sait pas, mais c'est certainement détruit. Force rouge, c'est le chaos. Force bleue, bah, c'est l'eau. Et les autres couleurs, c'est le bien. Voilà. Pour l'instant, c'est l'eau qui gagne. C'est ça. Donc, nous savons que en Athel-Lorraine se trouvent les derniers survivants des 3 peuples elfiques. Nagaronde entier, Ultuan qui a disparu. Tous les derniers survivants se trouvent ici, en Athel-Lorraine. Athel-Lorraine qui est l'endroit qui s'en sort le mieux dans toute la terre de Warhammer. La Sylvanie contient les forces des morts-vivants, Nagash et tous ses sous-fifres. Et enfin, cette espèce de petit étron bleuté, c'est la dernière région de l'Empire fortifié. C'est la dernière région des hommes. Parce que oui, regardez bien, tout le reste des hommes n'existe plus, ou est absent et n'est pas décrit. Et dans cette région se trouve Averheim, la dernière cité fortifiée de l'Empire. Et Averheim, c'est une cité qu'on ne connaît pas, hein, véritablement dans le lore de Warhammer. Oui, il y a quelques villages, Agin, c'est précisé. Oui, parce que vraiment, le roman te chie à la tronche, littéralement, en te disant « L'Empire des Hommes est détruit, seul Averheim est la dernière forme de résistance, et quelques villages qui n'ont pas encore connu le chaos, mais qui ne sont pas assez protégés et pas fortifiés. » Regarde la carte, que tu me parles du village de Pétouz-les-Oies ici n'a pas été ravagé par le chaos. Ouais, va te faire foutre. Vraiment, va te faire foutre. Voilà, c'est insupportable. Et donc, à l'intérieur de cette ville fortifiée, alors Averheim, hein, c'est la capitale de l'Averland, il est au bord de l'Aver. Je vous en ferai une soirée, je pense, sur Averheim. Ça sera plus sympa que le perdre une heure à décrire la ville. Mais c'est une cité qui est plusieurs fois tombée. Hein. Gorbad, Grom, tout ça, c'est des endroits qui ont connu les guerres vampiriques aussi. Hein. C'est des endroits. C'est une cité qui a connu des guerres aussi violentes que ça et qui est toujours debout, même si elle a été prise plus d'une fois. Son centre historique fortifié au bord de l'Aver, lui, n'a jamais été pris. Apparemment, c'est ce que nous dit le roman de la fin des temps, 5e bouquin, alors que tu sais clairement que la ville a été détruite et rasée par Gorbad, si tu lis l'épopée de Gorbad. C'est pas grave. Vous n'avez rien vu, ce ne sont pas ces droïdes que vous cherchez. Et à l'intérieur de Averheim, qui est l'ancienne cité de Marius Leddorf, donc le comte fou, hein, de l'Averland, tu sais qu'à l'intérieur de cette cité, il y a tous les survivants de l'Empire. Ah, vous avez bien entendu. Ouais. Il y a des mecs de Talabheim, de Middenheim, de l'Ostland, de l'Ostermark, de l'Ockland, du Nordland, du Reckland, du Wissenland, bref. Tu te dis, mais ils sont combien dans la cité? Ils sont 3 millions? Cité médiévale qui n'a pas du tout la capacité d'avoir 3 millions d'habitants, on est bien d'accord? Sans compter les civils, parce que là, ce sont que les militaires apparemment. Mais il n'y a pas que ça en Averheim. Dans la cité d'Averheim, vous avez également Ungrim et tous les nains survivants. Oui. Oui. Parce que vous vous rappelez, où est-ce qu'on a vu la dernière fois Ungrim? Vous savez où est-ce qu'il était la dernière fois qu'on l'a vu, lui? Rappelez-vous. C'était la semaine dernière. Ungrim
incarnation du feu, était à Karazakarak il y a quelques mois, au moment où Thorgrim se fait assassiner. Et Thorgrim assassiné, laissant la porte ouverte, permettant au meilleur assassin du monde d'ouvrir toutes les portes par des runes magiques de mes couilles. La magie! Eh ben, Grim, il est parti. Il était en train de pioncer. Oui, mais donc il est mort alors. Il s'est fait tuer dans son sommeil. Non, non, non. Il est parti. Avec les autres nains. Le roi tueur s'est barré. Je m'en bats les couilles, je vais couper du bois. Et attendez, parce que il est parti, je le rappelle, d'ici, hein, le petit point bleu, Karazakarak, et il a fait... Et elle est jusqu'ici. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, à l'intérieur de cette cité, vous avez les survivants impériaux, comme je l'ai dit. Les survivants impériaux commandés par Karl Franz. Karl Franz, incarnation du vent des cieux. C'est-à-dire que tout le pouvoir des éclairs, des comètes, de la convergence harmonique, bref, toutes les sortes, certains des sorts les plus utiles du jeu sont en cet homme, dans sa dernière cité. Et en plus, dans cette cité, vous avez l'incarnation du feu. Et vous avez aussi une autre faction. Vous avez la Bretonie. Parce que c'est là, après 4 bouquins où on ne sait pas ce qu'il se passe, on sait, à ce moment-là du roman, que les derniers chevaliers bretoniens valeureux sont à Averheim, parce que le reste de la Bretonie a été recouvert de peste par Nurgle et les Skaven. Et vous savez qui commande la Bretonie? Le duc Gérard de Quenel. Merci Étienne pour le follow. Attendez 2 secondes. Alors oui, hein, je me rappelle de ce perso. Hein, je me rappelle, il était dans le premier roman. Hein, il était dans le premier roman. Il a combattu. Il a perdu d'ailleurs la bataille hein, de la maison Tal. Mais et lui et lui Gilles. Mais La magie! mais le chevalier de Sinople. Oui, vous avez bien compris. Le chevalier de Sinople ne fera plus rien depuis qu'il a été cité depuis le premier livre. Le héros bretonien qui dirige les forces bretoniennes survivantes, c'est un no-name qui a perdu toutes les batailles qu'il a faites depuis le début du roman. Il y a un truc que je pige pas, mais Ulrich, Shalia, Mortal, Reynald, Myrmidia, Verena, Manan et tout, Echo, ils foutent quoi? Bah en fait, justement, c'est ce que t'explique tout le principe et le plan de Teclis, c'est que les anciens dieux n'ont vraiment plus assez de puissance pour égaler le chaos comme ils l'ont toujours fait, et donc il faut prendre le chaos à son propre jeu, et les dieux ne sont plus assez puissants. Pour pouvoir se défendre tout seul, il faut que ce soit des humains, ou en tout cas des mortels, qui puissent dans un pouvoir immortel pour pouvoir sauver le monde, et non plus les dieux. Donc ils sont annulés de l'équation, les dieux.
Donc voilà. Voilà qu'est-ce qui se trouve à Averheim. Il y a un bretonien no-name. Il y a tous les nains survivants de Karak-Kadrin, de Zuvbar, de Karazakarak, de Barakvar, tous sous le commandement de Ungrim, incarnation du feu. Il y a tous les survivants impériaux commandés par fucking Karl Franz, incarnation des cieux. Et tu comprends que la ville est assiégée par un seul seigneur du chaos. Et ils n'arrivent pas à le battre. Celui qu'on nous a teasé dans le roman d'avant, Village, le maudit. Le seul seigneur de Tzeentch qui a une histoire dans tout le lore de la fin des temps. Il compte pour 2. Ouais, non, il compte pour 1. On n'a pas Gotrek. Ah non, Gotrek, c'est mort. Hein. Les nains de Zuvbar, mais sans Grim. Oui, il y a les mecs de Zuvbar, enfin les survivants de Zuvbar, parce que Zuvbar est mort aussi. Non, mais là, on n'en est qu'à la deuxième page. Hein. On n'en est qu'à la deuxième page, hein, Arvena. Et donc, ce sorcier donc siamois, hein, c'est le petit sorcier malingre qui a pris possession du corps de son frère surpuissant pour devenir un seul et contrôler son frère teubé et avoir un corps surpuissant. Il est un des grands rivals de Archaon. Il l'a combattu 2 fois. Hein. Il a été battu 2 fois par Archaon. Il a essayé de le trahir 2 fois. Il a échoué 2 fois. Et il est envoyé en premier pour piéger l'empereur et l'empêcher en fait de quitter Averheim pour que Archaon le tue au bon moment. Et Village, tu comprends que ça fait... Il est si fort que ça. Il est très fort. Hein. C'est un seigneur du chaos de Tzeentch. Hein. C'est pas n'importe qui. Il est l'égal de Valkia. Hein. Il est vraiment très fort. Hein. En termes de personnage, il est très très important. Enfin, un peu puissant, je veux dire. Et tu comprends quand même que non. Par contre, à l'échelle de la fin des temps, jamais, hein, Village peut battre soit Ungrim, soit Karl Franz. Impossible. Impossible. Il ne peut pas les battre. L'un ou l'autre peuvent le tuer sans problème. Et vous savez comment on sait que Village arrive à tenir le siège pendant des mois? Il y a 2 incarnations des vents les plus offensifs et il n'y arrive pas, c'est ça. Et comment le plan de Teclis peut fonctionner s'il y a juste un chef, mais pas Archaon, qui tient le siège contre 2 incarnations? C'est ça que là, d'ailleurs, le problème, c'est que tu te dis, mais où est le scénario? C'est pas le scénario qui le permet de gagner, et c'est même pas... La magie! C'est juste que Village, vu que Archaon l'a ordonné seigneur du siège, Village ne commande pas que aux guerriers du chaos, il commande aux millions de Skaven qu'il a en allié. Et que Village utilise les millions de Skaven qui n'ont jamais de perte significative en termes de nombre parce qu'ils s'en foutent du scénario pour occuper les défenseurs non-stop. Tous les jours, il les attaque. Tous les jours, ils se font repousser. Et lui, il s'en fout parce que Village n'est jamais allé au combat. Il gagne du temps. Mais pourquoi les Skaven ne creusent pas en dessous comme à Nuln? Parce qu'ils n'ont pas le temps, Desmomac. Là, les Skaven, ils ont eu leur roman, hein, d'accord? Donc il faut peut-être arrêter de leur mettre centralisé. Ça va être épique encore cette affaire. Alors oui, parce que j'ai pas fini. Parce que le siège, bien évidemment, à un moment, et comme par hasard au début de ce roman, alors que Karl Franz, Ungrim sont surpuissants, Village arrive à briser les murs. Avec ses canons Apocalypse, incroyable, il arrive à briser les murs de Averheim. Il arrive à créer une percée et c'est pour une des premières fois où Village enverra ses troupes au combat. Et là, il va presque arriver à gagner. Un seigneur de Tzeentch va réussir à prendre la dernière ville protégée par les meilleurs combattants de 3 peuples et 2 incarnations. Mais bien sûr, évidemment, les Skaven qui menaient cet assaut suicidaire à l'intérieur, le Verminlord se fera tuer par Ungrim.
Le Karl Franz va s'énerver quand même un petit peu et va venir péter des tronches et repousser les guerriers du chaos. Et tout simplement, tu vas comprendre que tout ça n'est pour mettre qu'une seule chose en avant. Karl Franz, Ungrim, les Bretonniens sont piégés dans Averheim et que Villitch a réussi à abîmer un peu la fortification, les murs. Qu'il a montré qu'il était puissant, mais quand même, quand il a vu les incarnations face à lui, il a reculé parce qu'il avait peur, il voulait pas mourir. Et en fait, le plan de Villitch est très très simple. Il est d'affaiblir les troupes et faire en sorte que quand Archaon arrive, il pète la gueule à tout le monde comme il a fait à Midenheim, et que, une fois qu'il est dedans, Villitch invoque la toute-puissance des démons de Tzeentch par un sortilège surpuissant pour invoquer les légions de Tzeentch et tout envoyer dans le dos d'Archaon et tenter de tuer Archaon pour prendre sa place et devenir lui-même le seigneur de la fin des temps. Bref, comme d'habitude, Villitch est un Tzeentch, c'est un mec qui crée des complots. On t'explique aussi qu'il a réinvoqué le Changelin qui a été tué dans le premier livre, parce que ça fait des années, il a été ressorti de la Forge des âmes. Il l'a envoyé infiltrer la ville pour tenter d'assassiner l'un des incarnations. Karl Franz l'a vu, a vu la personne changer, enfin le Changelin changer en personne, sauf que Karl Franz est une incarnation de vent de magie. Il a reconnu directement le Changelin par son énergie magique et l'a buté. Ça, je le mentionne parce que c'est vraiment de la merde. Parce que c'est vraiment, tiens, je remplis des pages, il faut que j'en mette. Eh, le Changelin, il aurait pu le faire. Non, regarde, ta gueule, c'est magique. C'est La magie. être une incarnation m'a l'air un poil surfait. Attends, parce que la bataille dont je dois vous parler, c'est pas celle que je viens de vous dire. C'est celle qui arrive. Donc, je te sens énervé. Non, mais j'en peux plus. Je vous en assure, les mecs, j'en peux plus de ce truc. Karl Franz, qui monte toujours Griff Mortal. Il est toujours sur son griffon gigantesque. Karl Franz est le seul, comme nous le dit le roman, qui peut se permettre de faire des sorties dans le ciel pour faire le scout et espérer voir des renforts arriver. Lors d'une de ces sorties, pourquoi c'est le seul qui peut faire ça? Parce que c'est le seul assez puissant pour repousser les volants que lui envoie Tzeentch. Mais vous étiez pas mort, espèce de connard. Et lorsqu'il part un peu au nord de Averheim pour voir s'il reste des survivants, des colonnes de renforts qui approchent, Karl Franz qui espère toujours l'espoir, bien sûr. Pardon, et bien Karl Franz a plusieurs centaines de kilomètres, parce que c'est expliqué comme ça dans le scénario et dans le livre, mais j'en peux plus. Il va voir en fait que l'horizon se met à bouger, il se dit ça y est, les renforts sont arrivés, et au final, ce qu'il verra, c'est la horde de Khorne commandée par Archaon. Il le voit au loin, qui est encore à quelques centaines de kilomètres de Averheim. Il sait que ça va venir pour lui. Il sait que ce n'est pas les renforts qu'il attendait, c'est ceux de l'ennemi. C'est Archaon lui-même, le fameux. C'est écrit comme ça dans le roman. Karl Franz se doutait qu'il s'agissait du seigneur de la fin des temps, ce fameux personnage dont il avait entendu parler. On est en 2528 et ils font passer Karl Franz pour un teubé qui dit « Ah oui, c'est lui le seigneur de la fin des temps. Oh !» C'est de ma gueule. Il sait qui c'est Archaon, s'il vous plaît. Il y a eu des survivants qui sont dans ses troupes. On sait qui c'est, Archaon, pitié. Bref. Donc, Karl Franz retourne à Averheim, plus rapidement bien sûr que Archaon, qui a des millions de troupes derrière lui. Et lorsqu'il arrive, il fait le décompte un peu de la poudre, de tout ce qu'il y a dans cette ville. Et on t'explique que Averheim est tellement surchargé de munitions, parce que Marius Leddorf était un peu fou, il a prévu la fin des temps. Il se disait, j'aurai assez de munitions pour la fin des temps. Et en effet, il y a assez de munitions dans la fin des temps. Et là, Karl Franz se dit, eh ben... Karl Franz, il se dit, on peut tenir. On peut tenir. On peut tenir le siège. Cependant, Mais cependant, il faut pas qu'il pète les murs. Et donc j'ai un plan
pour que l'ennemi n'ait plus de canon apocalypse. Alors, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, hein, parce que voilà. Le mur, hein, rappelez-vous, il est déjà tombé. C'est pour ça que Village a attaqué, mais il a été repoussé, bien sûr. Et ce mur, qui était surpuissant, hein, ce mur détruit par les fameux canons Apocalypse, qui est la première fois depuis des mois qu'ils avaient réussi à faire ça, donc mur très résistant, il a été reconstruit en 2 secondes par les mages... Alors je pense que c'est une erreur de traduction, hein, par les mages de la lumière et les nains. En quelques secondes. Il s'est remodelé le mur. Mais je pense que c'est une erreur de traduction. Je pense que c'était des mages du métal et pas des mages de la lumière. Mais bref. Donc Karl Franz se dit, la cité a tenu pendant des mois contre Village et Seskaven. C'est pas ce seigneur de la fin des temps avec son armée qui a couvert l'horizon, je le rappelle. On peut tenir, mais il faut pas qu'il ait de canon Apocalypse. Je rappelle qu'il a vu qu'il y avait des centaines de buveurs de sang. Hein. Enfin, des centaines. Il y a des dizaines de démons majeurs volants, armés de haches plus grandes que son griffon. Hein. Il n'était pas pris l'option vol. Ils l'ont de base, hein, Quentin. Ils n'ont pas d'option vol. Ils ont le vol. Voilà. Je vous mens pas, c'est vraiment ça le plan. Hein. C'est vraiment ce qui se passe. Ils se disent, il faut qu'on pète les canons Apocalypse. Et c'est bon, on pourra tenir en ville. Il a peut-être pas lu le là. En soi, c'est un plan qui a un certain mérite. Ouais. Et les comètes des mages en face, ouais. La ville, c'est un terrain difficile, pas de vol. Les Avengers vont se pointer. Construction des murs en mode Age of Empires, c'est ça. Un poil optimiste, Carlito, c'est ça. Canon mal full, canon à crâne, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et donc, Karl Franz va diriger une expédition nocturne dans le camp de Village. Pour la première fois presque, l'Empire va attaquer le chaos. De nuit. Par surprise. Cependant, il est impossible, c'est décrit comme ça, de faire une sortie. Il est impossible de faire une sortie tellement il y a de monde qui assiège la ville. Il ne peut pas partir avec les nains, de peur que si il y a une contre-attaque de son attaque sur la ville, bah plus personne ne peut la défendre. Donc c'est Ungrim qui va diriger la défense de la ville, parce que Gérode, le bretonien, ferme ta gueule, on ne sait pas quitter. Et le bretonien lui-même ne peut pas partir non plus, parce qu'il est trop impétueux. Karl Franz, il veut faire son assaut avec des mecs super droits. Et pas non contrôlables. Donc il va attaquer avec que des humains. Une attaque éclair contre des guerriers du chaos de Tzeentch. Il y va sans nain, sans bretonien. Le nain tueur en défense, oui. Incarnation du feu, je le rappelle. Il veut pas de tête brûlée, voilà, c'est ça. Pas de kamikaze. C'est une attaque chirurgicale pour détruire les canons Apocalypse, vous l'avez compris. Je vous montre rapidement son armée. Hein. Il y a la liste d'armées du genre tu veux faire la partie, vas-y, fais-la. Alors, franchement, c'est l'une des parties les plus faisables, parce que là, on est complètement dans la fin des temps. Hein. Oubliez les unités de base, tout ça. C'est ça. Une attaque éclair par l'incarnation des cieux, ça a du sens. Oui. Jeu de mots, tête brûlée, incarnation du feu, voilà, c'est ça, bien sûr, évidemment. Donc comme vous le voyez, il a un répurgateur qui l'accompagne, on s'en tamponne, il a quelques capitaines, un seigneur sorcier, astromancien, donc des cieux, bien sûr, parce qu'il est incarnation des cieux, Karl Franz ascendant, il a Ludwig, Ludwig Swarzelm, le porte-badière qui est toujours là, le grand maître de la Resgarde, parce que Kurtelborg est mort, donc son remplaçant. Merci Alain Mini, merci beaucoup pour le follow.
Il a une confrérie de Resgarde, une confrérie de chevaliers griffons, un régiment de joueurs d'épée, un régiment de pistoliers, un régiment d'éclaireurs, un régiment de joueurs d'épée, un régiment d'halbardiers et 2 régiments d'arquebusiers. Donc c'est littéralement une armée équilibrée. Hein. C'est vraiment une armée équilibrée. Hein. C'est une armée fin des temps, vraiment, qui est jouable. Sauf qu'en face, il y a Village. Il attaque le cœur de l'armée de Village. Ce qui fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6... il y a 6 régiments de guerriers du chaos, 8 meutes de chiens, 2, 3, 4 régiments de cavaliers du chaos, 4 régiments de chevaliers du chaos, il y a des déchus, il y a une carna brute, il y a 12 batteries de canons apocalypse à détruire, et il y a la cabale de sorciers qui sont 4 plus Village. Mais comme je vous l'ai dit, hein, les défenseurs dans le château ne peuvent pas sortir. Ils sont bloqués en ville. Si jamais ils tentent une percée, il n'y aura aucune surprise. Les portes vont s'ouvrir, les guerriers du chaos ou les Skaven vont attaquer. Et non, c'est pas possible, ça va être bloqué. Et c'est là que le roman commence à te dire mais Karl Franz avait un plan. Karl Franz, habité par le pouvoir des cieux, commençait à maîtriser son vent. Pour faire sa sortie, attaquer les guerriers du chaos de Tzeentch par surprise, il va utiliser La magie. et Karl Franz va invoquer au milieu du camp du chaos un portail électrique de plusieurs dizaines de mètres pour téléporter son armée à l'intérieur de l'armée du chaos. La magie. Oh putain, j'en ai marre. Voilà, Jonah. Voilà, t'en es à peu près à mon niveau. Il faut combien pour qu'il passe ce soir? Attends. Pourquoi pas faire directement tomber une comète de Cassandra? Ouais. On dirait la stratégie de bataille de Winterfell dans la série, c'est ça. C'est un 1000 plus. Il fait la téléportation des Stormcast. Tout à fait. Tout à fait. Là, tous les joueurs d'AOS vont être fous. C'était déjà foreshadowing Stormcast. La blague se fait toute seule. En fait, chaque vendredi, en t'écoutant, on se flingue notre week-end. Non, tu apprécies d'autant plus d'être vivant après derrière. Ouvrir et tenir un portail, c'est facile, alors qu'une simple comète trop dure. L'armée entière, elle a FEP 3... Oui, elle a FEP à 3 pas, et pas FEP à 9. Hein. Putain, mais c'est nul. Et vraiment, hein, moi j'ai une question. Marie me l'a posé dire, je lui ai résumé ce que j'avais lu il y a quelques heures, et elle m'a posé une question directe. S'il peut faire un portail pour attaquer le centre de l'armée, pourquoi il fait pas un portail pour s'enfuir avec tous ses civils et toutes ses armées? Et là, il me faudrait le melme de Bruce de y penser. Mais oui, mais bien sûr. Mais fuir où? Mais ailleurs, je sais pas.
Il sait qu'il y a Archaon qui arrive. Il sait qu'il y a des millions de démons qui arrivent. Après, c'est pas la même quantité d'énergie. Alors, le portail... Attention, hein. Le portail, il l'ouvre au milieu de la bataille, au milieu du champ de bataille, au milieu de l'armée du chaos, mais il le maintient ouvert toute la bataille, qui dure plusieurs heures. Ils sont devenus comme Marius, ils sont complètement... Ok, c'est de la merde. Mais vous imaginez que je suis obligé de le lire, moi? J'ai rien dit alors. Et franchement, on en est presque à 2 heures, je suis en train de craquer mentalement. C'est très simple ce qui se passe. L'armée attaque avec les survivants de la Race Guard, les mecs de Carobourg alors qu'ils sont censés déjà tous être morts depuis le premier bouquin. Bref, on s'en tamponne. Karl Franz va réussir sa mission. Incroyable, mais la mission va être un succès. Karl Franz va réussir en fait à tellement faire de bordel au centre de la place, au centre même de l'endroit où il s'est téléporté, parce qu'il se téléporte dans le village de Bogen, qui est l'endroit littéralement contrôlé par Tzeentch et par Village. Et en fait, tu comprends que ce plan est une diversion pour attirer tous les chaotiques sur lui, pour que quelqu'un attaque dans le dos les canons Apocalypse, libère les chaînes, tout ça, tout ça. Ce plan va fonctionner, les canons Apocalypse vont quasiment tous être détruits ou être libérés. Apparemment, on t'explique qu'il y a certains des canons qui vont s'attaquer entre eux, même d'ailleurs. Double 6, panique générale, l'armée du chaos fuit. Voilà, c'est ça. Bref, tous les héros vont s'en sortir. Vraiment, tous les héros vont s'en sortir. Je parle des héros nommés parce que les no-names, bien sûr, il y a des morts, mais tu t'en fous. Merci Chocapic pour le follow, bienvenue à toi. Donc, les no-names meurent, mais tu t'en fous. Tu sais juste que Village, merci Corax aussi, merci beaucoup pour le follow. Tu sais juste que Village, hein, qui, je le rappelle, est quand même le seigneur qui dirige toute l'armée en face, et bien Village, pendant cette attaque... Merci Yon pour le follow aussi, merci beaucoup. Et bien tu sais que Village, en fait, il fait rien. En fait, il est pas là pendant la bataille. En fait, Village, il est en train d'invoquer son armée de démons que je vous ai parlé tout à l'heure pour attaquer dans le dos Archaon. Et qu'il ne veut pas dénaturer son sort et briser son sortilège et aller défendre sa ligne. D'où le fait que le bien gagne. Et au moment où il réussit son sort, il fait « Haha, et voilà mon armée de démons !» Eh bien, en fait, sur les milliers et les dizaines de milliers de démons de Tzeentch qu'il a commandés, il a qu'une petite centaine de démons qui pop. Et c'est là que tu te dis, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a loupé son sort? Ou ça veut dire en fait que Khorne est ascendant et que Tzeentch, il a plus de pouvoir? Eh bien, tu n'as pas la réponse. Voilà. Voilà. Donc en fait, le bien gagne que parce que le chaos échoue. Tu vois, c'est pas parce que le bien est fort. C'est pas parce que t'as une fucking incarnation des cieux qui est sur place. Non, non, non. C'est juste parce que le chaos combat pas vraiment en fait. Il y a que les troupes de base. Il n'y a pas les héros légendaires qui combattent. Le seul moment où Village est enfin prêt à combattre, il attaque avec ses démons, mais ils se font péter parce qu'ils sont qu'une petite centaine contre l'élite de l'Empire. Le chaos fonce, Village fonce. Ha, ha, ha. Et en fait, avec l'attaque qui a réussi, les survivants impériaux repartent dans le portail électrique des cieux de mes couilles du scénario de... La magie! Pour retourner en Averheim, parce qu'ils ont réussi leur mission de sabotage. Et Village va, avec ses troupes qui le suivent, sauter dans le portail. Dans le portail des cieux ouverts. Ouais. Village y va, sauter dans le portail. Et lorsqu'il va atterrir, il va se retourner, le portail se ferme, il se retourne, et Village est tout seul, dans le noir, sans magie. Et là, tu dis, attends, pourquoi il n'est pas à Averheim? Parce qu'il a passé le portail en même temps que Karl Franz, donc il a atterri à Averheim? Eh bien non. Tu comprends en fait
que lorsqu'il a sauté, il est allé dans un endroit qui n'existe pas. Il va errer dans cet endroit pendant tu ne sais pas combien de temps. Et à un moment, il va toucher quelque chose dans le noir. Il va faire « Ah, ça y est, j'ai enfin touché quelque chose ». Je rappelle que Villitch, le sorcier, est aveugle. Hein. C'est son frère qui voit. Et c'est le sorcier qui voit à travers les yeux de son frère qui le contrôle. Il va toucher quelque chose. Il fait « Ah, ça y est, une surface ». Il va reculer en ayant touché la surface. Et il va toucher quelque chose dans son dos. Donc la surface a popé d'un coup. Et là, tout d'un coup, il ressent à nouveau de la magie. Il va refaire de la magie. Et il va dire « Mais bordel, what the fuck, où suis-je » Et tu comprends que Villitch a été téléporté dans la forteresse impossible de Tzeentch et que Tzeentch le félicite de l'avoir servi comme ça. Et tout d'un coup, c'est le frère Baraquet qui prend le contrôle et le sorcier qui devient un pantin. Et voilà comment se termine l'histoire de Villitch. La magie! Et moi, je vais arrêter là. Parce que vraiment, là... Là, ouais, non. Voilà. Games ne veut pas tuer les méchants, en fait. Bah non, il est pas mort, hein. Le frère costaud retrouve ses esprits. Ouais, et en fait, il domine son frère. Merci à toi, t'as raison, arrête. Ouais, non, mais là, je suis désolé, mais je peux plus. Franchement, vraiment. Franchement, le premier chapitre, on a fait un tiers. On a fait un tiers du premier chapitre au moment où je m'arrête là, à ce moment-là. Mais franchement, je peux pas. Non, là, vraiment, je peux plus, moi. Là, compliqué ce soir. Non, mais je suis désolé, mais là... Fallait pas tuer le perso. Oui, mais d'ailleurs, je crois qu'il est jouable à AOS. Une lèvre de Noël et au dodo. Ouais, je pense que je vais prendre une bière après, là. Mais voilà, quoi, ça vous donne une idée, quoi. Franchement, on passe un bon moment, c'est ça. La figurine et le perso sont ressortis sur AOS comme ça cette année ou l'année dernière, même si ce n'est pas vraiment un nommé. Oui, parce qu'il a perdu son nom, en fait. Il a bien été refait, ouais, je sais, ouais. C'est rien par rapport à tout ce qu'on a à partir du chapitre 3. Oui, non, mais voilà. Il faut que je vous prépare mentalement à tout ce qui vous arrive, là. Hein. Parce que là, vraiment, ce soir, là, vraiment tout ce que je viens de vous raconter, les what the fuck, les portails magiques qui s'ouvrent, le plan extrême de on va survivre juste en pétant les canons adverses et on va s'en sortir, les trucs comme ça, ce n'est rien du tout en termes de what the fuck. Ce livre que nous allons suivre ensemble pendant les 9 semaines qui nous restent au moins à en parler, ce n'est rien du tout. Le monde est mort, le monde est détruit et fini. Ce qu'on va vivre maintenant pendant les 230 pages qui nous restent, 240 pages qui nous restent, c'est l'horreur. Sur l'échelle du bouquin, là ça va, c'est ok. Non, vraiment, là ça va, c'est ok. Ça va finir sur l'arrivée d'une chevauchée fantastique de chevalier sur Petit Poney avec Casimir en guest star. C'est littéralement Archaon, ce que tu viens de décrire. Une purge sérieux. Pourquoi ne pas le faire pop-up face à Karl Franz, logique, efficace, mortel? Ah non, parce qu'ils avaient l'idée de le ressortir en figurine plus tard. Voilà. L'argent. Toujours. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà.